Le grand débat, TV Sud, La Dépêche, Midi Libre pour le premier tour des élections législatives en Occitanie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Toulouse, au siège de notre partenaire La Dépêche du Midi. Nous sommes ensemble pendant près d'une heure avec les représentants des 6 principales forces politiques de notre grande région. Quels sont les enjeux de ce premier tour en Occitanie? Une question majeure à laquelle nos débatteurs vont répondre. Pour m'accompagner dans ce débat, Lionel Laparade. Bonjour Lionel. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint de La Dépêche. Et voici nos invités. D'abord Laurence Harribagé, bonjour. Vous êtes présidente des Républicains en Haute-Garonne. Vous êtes aussi députée de la 3e circonscription de Haute-Garonne, candidate à votre propre succession. Et puis en face de vous, Mickaël Nogal, bonjour. Référent départemental de La République En Marche pour la Haute-Garonne. Vous êtes candidat sur la 4e circonscription. Et puis Julien Léonardelli, bonjour. Secrétaire départemental du Front National. Vous êtes candidat sur la 5e circonscription de Haute-Garonne. Puis Sébastien Vincini, bonjour. Premier secrétaire de la Fédération socialiste de Haute-Garonne. Vous êtes conseiller départemental et conseiller municipal de Sainte-Gabelle. Manuel Bompard, bonjour. Vous étiez le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon durant la présidentielle. Vous êtes candidat sur la 9e circonscription de Haute-Garonne pour la France Insoumise. Donc, enfin Sylvia Pinel, bonjour. Présidente du Parti radical de gauche. Vous êtes aussi première vice-présidente du Conseil régional d'Occitanie, députée de la 2e circonscription du Tarn-et-Garonne, candidate vous aussi à votre propre succession. Une précision, vous allez confronter les programmes de vos formations politiques respectives en évoquant, si vous le souhaitez, et on va vous questionner dans ce sens, des applications régionales ou départementales à ces programmes. En revanche, nous ne pourrons pas parler des spécificités des circonscriptions et notamment celles où certains d'entre vous sont candidats pour des questions de temps de parole, vous l'aurez bien compris. On va très très vite vous donner une autre précision. Nous avons tiré au sort, comme nous le faisons habituellement, l'ordre de passage pour la première prise de parole. Et en fin d'émission, vous disposerez aussi d'1 minute chacun et chacune pour conclure. Ordre de passage qui a été tiré au sort, lui aussi. Quelques chiffres avant de démarrer ce débat. Pour commencer, il concerne ces législatives en Occitanie. D'abord, le nombre de candidats, 656 candidats au total sur 49 circonscriptions, 4 193 817 électeurs inscrits sur les listes électorales d'Occitanie. Et puis ce sondage paru ce matin dans la Dépêche du Midi et Midi Libre pour ce premier tour des élections législatives, sondage national BVA pour la presse régionale. 59%, c'est le chiffre de participation qui serait celui du premier tour. C'est un sondage, je le rappelle, avec les résultats qui suivent pour les principales formations politiques. La République En Marche obtiendrait 30% des suffrages, les Républicains 20%, le Front National 18%, la France Insoumise 12,5% et le PS-PRG 8%. Je rappelle que pour être qualifié au second tour, il faudra totaliser 12,5% des inscrits. Avant de réagir, je vous propose un petit micro-trottoir, ça dure 50 secondes. Il a été réalisé par notre partenaire Midi Libre à Montpellier. Question, faut-il donner une majorité à l'Assemblée au président Macron? Écoutez. Ça aurait servi à rien d'élire un président de la République il y a quelques semaines et puis aujourd'hui ne pas lui accorder la majorité parlementaire parce que autrement la France sera très difficile à gérer, déjà que ça ne sera pas facile, alors si en plus il n'a pas de majorité parlementaire, je pense que ça sera encore plus compliqué. Non, parce que je suis contre son gouvernement, sa réforme du travail, son Premier ministre. Ouais. J'ai voté pour le Parti socialiste. Oui, je pense que c'est important, même si à la base c'était pas mon candidat favori. Pour moi, c'est important que le gouvernement puisse faire des choses, qu'il soit actif et qu'il soit pas bloqué par les autres partis. On a vu ces derniers temps, ne serait-ce que son démarrage, mais quasi sans faute, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Et du coup, moi j'adhère, je suis fan. Voilà, on va faire un premier tour de table. D'abord sur le sondage, en fait, sur ce contexte, on va dire post-présidentiel, cette courte campagne des élections législatives. On commence par vous, Laurence Harribagé. Ce qui est clair, c'est que nous vivons une situation politique inédite, qui fait suite à une séquence politique inédite, puisqu'à l'élection présidentielle, on a vu les 2 grands partis traditionnels être éliminés. Donc on doit prendre acte de ce qui vient de se passer. Maintenant, ce n'est pas un chèque en blanc qui a été donné à Emmanuel Macron. Je voudrais rappeler que 4 millions d'électeurs ont voté blanc ou nul, 10 millions ont choisi la candidate du Front National et 25% d'entre eux ne se sont pas déplacés aux urnes. Donc je ne suis pas persuadée qu'une assemblée monochrome avec un parti unique ce soit la solution. Je crois qu'il faut une opposition, même si elle est constructive,
mais une opposition vigilante. Donc je pense qu'il faudra aussi des gens pour amender, pour voter certainement quelquefois, mais aussi pour rejeter. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir une assemblée avec les diverses sensibilités politiques représentées. Julia Leonardelli, sur ce contexte. Écoutez, je pense qu'il faut appeler les électeurs à se saisir de ces élections législatives pour effectivement apporter un contre-pouvoir à la politique voulue et souhaitée par Emmanuel Macron, au sens large. C'est vrai que le mouvement En Marche, sorti de cette élection présidentielle, un petit peu comme un parti qui a tué les partis traditionnels, un parti récent, une jeune formation politique, qui a tué les deux partis socialiste et républicain. Mais bon, c'est un parti trompe-l'œil, si j'ose dire, car il a permis une chose, c'est de rassembler le système, de rassembler effectivement ces deux partis. On le voit dans cette nouvelle composition du gouvernement d'Emmanuel Macron. On détaillera tout à l'heure, vous aurez évidemment l'occasion de répondre. On fait juste un premier tour de table déjà sur ce contexte général. Sébastien Vincini, votre position sur cette courte campagne et puis ce sondage tout de même qui est sorti ce matin dans la dépêche et Midi Libre. Sur ce plateau, tout le monde souhaite la réussite de la France. Aujourd'hui, à travers sondage après sondage, on peut mesurer que le président Macron aura une majorité certaine. On nous annonce même une assemblée avec peut-être 430 députés République En Marche. La vraie question, c'est de savoir si notre régime démocratique, qui est une république démocratique, va se transformer sous une autre forme, avec une assemblée nationale qui sera l'assemblée de la pensée unique. La démocratie exige le pluralisme. Beaucoup de nos concitoyens qui souhaitent pour autant donner une majorité au président Macron appellent à de la proportionnelle, appellent à du pluralisme. Donc l'enjeu de cette élection est de savoir s'il y aura encore du pluralisme, ce qui permet de faire avancer le débat dans notre société, de représenter l'ensemble des aspirations. Et aujourd'hui, j'appelle à ne pas avoir un déni de démocratie, mais vraiment à essayer de retrouver ce pluralisme. Manuel Bompard, pour la France Insoumise. Mais d'abord, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur l'enjeu de ces élections législatives. Ça a été dit par Madame Arribagé tout à l'heure. On a élu un président de la République, Emmanuel Macron. Au deuxième tour, beaucoup l'ont fait par défaut, puisqu'il s'agissait, et le peuple français s'est mobilisé pour faire échec à l'extrême droite dans ce pays. Mais il n'a pas choisi un projet politique pour les 5 années qui viennent. Et l'enjeu de l'élection législative, ça doit être de choisir autour de quel contenu politique on a envie de gouverner le pays, et les citoyens ont envie que le pays soit gouverné dans les 5 années qui viennent. Et de ce point de vue-là, nous, la France Insoumise, on a des candidats dans l'ensemble des circonscriptions avec l'objectif et la proposition qu'on fait aux Français de construire une majorité autour du programme L'Avenir en commun, qui est le programme qui a été porté par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. C'est pour être majoritaire que nous sommes candidats. Dans l'hypothèse où nous le sommes, nous mettrons en œuvre ce programme. Dans l'hypothèse où nous ne le sommes pas, nous combattrons les mauvais coups de M. Macron, qui veut supprimer la moitié de l'impôt sur la fortune, qui veut augmenter la CSG pour les retraités, qui veut détruire le code du travail. On va en parler, mais je pense qu'il faudra des députés pour résister. Michaël Nogal, pour La République En Marche. Oui, alors on entend beaucoup de choses là, déjà en ce début de débat. Moi, ce que je vois, c'est que la victoire d'Emmanuel Macron était une victoire nette à l'élection présidentielle au second tour. Il a su rassembler, c'était l'objet de ce mouvement En Marche, un nouveau mouvement en effet qui a seulement 1 an d'existence et qui réunit aujourd'hui plus de 300 000 Français qui se sont engagés ces derniers mois et qui aujourd'hui sont engagés derrière les plus de 500 candidats à l'élection législative. Moi, ce que je veux retenir, c'est justement la cohérence. On l'entendait dans le micro-trottoir avec plusieurs personnes qui ont envie de donner une majorité au président de la République pour lui permettre d'agir. Parce que ces 5 dernières années, elles ont d'abord été marquées par de nombreux blocages, d'abord au sein même du Parti socialiste qui n'a pas su avancer, qui n'a pas su se renouveler. Et aujourd'hui, le pluralisme dont la France a besoin, il s'exprime pleinement et largement au sein du mouvement La République En Marche, qui a investi des personnes issues de la droite, issues de la gauche, du centre, des écologistes, et qui, pour la plupart, viennent de la société civile. Sylvia Pinel, Parti radical de gauche. Moi, je crois qu'il est important que ce quinquennat puisse réussir dans l'intérêt de nos compatriotes. Aujourd'hui, beaucoup de sujets concernant la vie quotidienne des Françaises et des Français font partie justement de ces angoisses du quotidien. Et il faut
pouvoir mener des réformes ambitieuses, des réformes justes. Et pour cela, il faut effectivement une majorité au président de la République. Mais cette majorité, elle doit aussi correspondre au pluralisme de la vie publique. Moi, en tant que présidente d'un parti politique, je souhaite en effet la réussite du quinquennat. Je souhaite pouvoir participer à cette majorité. Je souhaite que cette majorité soit cohérente, qu'elle soit forte, qu'elle soit solide, qu'elle soit progressiste pour justement porter ces réformes et pour faire en sorte que ces citoyens qui, nombreux, ont voté pour les partis populistes ou d'extrême droite puissent justement retrouver espoir, retrouver confiance dans leur avenir. Et c'est cela le message qu'aujourd'hui nous appartient de donner et pour rassembler justement les Français. Nous sommes aujourd'hui au seuil du scrutin législatif. Est-ce qu'on peut considérer que la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle sonne le glas du bipartisme, de ce modèle qu'on connaissait en France, et l'émergence donc d'un nouveau modèle dans lequel les grands partis traditionnels, semble-t-il aujourd'hui, ont peine à trouver leur place, à se situer? Laurence Harribagé, vous voulez commencer? Oui, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Enfin, j'ai pas entendu 2017 en tant que présidente des Républicains en Haute-Garonne pour faire émerger de nouveaux talents ou pour modifier les pratiques politiques. Voilà. Donc je pense que c'est important, il faut l'acter, il faut le comprendre, mais en même temps, je redis ce que vous disiez. Je pense que le pluralisme des sensibilités politiques, c'est important qu'il soit représenté à l'Assemblée nationale, sinon la contestation, elle se fera dans la rue. Et personne n'a intérêt à ce que ça se passe comme ça. Mais bien évidemment qu'on a 5 ans, on a déjà perdu 5 ans, on ne va pas perdre les 5 prochaines années. L'intérêt, c'est le pays, la France, le redressement du pays. Donc je pense qu'il faudra tous qu'on y contribue et qu'on prenne acte de ce qui s'est passé. En tous les cas, moi j'en prends acte. Emmanuel Bompard. Oui, mais les deux grands partis dont vous parlez, ils sont morts tout seuls et ils sont morts de leur incapacité à répondre aux problèmes que rencontraient les Français. Dans le dernier quinquennat, par exemple, M. Hollande n'a pas fait la politique qu'il avait annoncée dans sa campagne et c'est ça, je pense, qui lui a coûté cher. Donc si cette élection présidentielle, elle a au moins permis quelque chose de positif, c'est de clarifier le champ politique. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 3 grandes familles politiques. L'extrême droite, représentée par monsieur, l'extrême finance, représentée par le président de la République, et une position centrale que je crois que la France insoumise incarne, qui est un humanisme social, écologique, avec cet objectif de répondre aux grandes questions auxquelles est confronté le pays, l'urgence sociale, l'urgence démocratique, l'urgence écologique. Et les partis traditionnels sont un petit peu, effectivement, partagés entre ces différentes orientations. Monsieur Vincini, puis après, tout de suite après, monsieur Leonardelli. Monsieur Vincini. Aujourd'hui, on souhaiterait nous faire croire que le clivage gauche-droite a disparu et qu'un parti unique peut occuper finalement tout l'ensemble de l'échiquier politique. Bon, le clivage gauche-droite existe et existera encore, c'est une évidence, autant que la Terre tourne autour du Soleil. Ça a été un des axes, un des clivages fondateurs de notre démocratie, qui a fondé les plus grandes conquêtes sociales et sociétales de notre pays. L'existence de partis est structurante pour une démocratie et pour faire vivre le débat, la contradiction, pour ne pas avoir justement une pensée unique. Sinon, il faut que nos amis de En Marche déclarent de suite qu'on crée un nouveau régime républicain et qu'on le décrète régime républicain bonapartiste. Le socialisme se redressera. Vous savez, Mitterrand, moi je puise souvent dans les références lorsqu'il y a des temps de doute. Mitterrand disait quand tout va bien, ce n'est pas pour toujours, et quand tout va mal, ce n'est pas non plus pour l'éternité. Il y aura un espace entre la gauche contestataire qui s'opposera toujours à tout et le libéralisme. La place du progressisme social, il y a encore beaucoup de travail à réaliser et il y aura encore une gauche constructive au sein de l'Assemblée nationale. Julien Leonardelli. Écoutez, Monsieur Vincini, oui, suite à ces élections présidentielles, la recomposition de la vie politique a effectivement sonné le glas de la mort des 2 partis traditionnels que sont donc le Parti socialiste que vous représentez et donc la formation donc des Républicains que représente Madame Harribagé aujourd'hui. Clairement, nous avons vu dans cette élection présidentielle les deux choix d'avenir que sont donc le choix effectivement pour lequel je suis opposé, qui est représenté notamment par M. Nogal et par vous tous, puisque depuis l'élection présidentielle, vous êtes tous en marche. Alors, effectivement, buvez un petit peu parce que vous allez effectivement vous fatiguer, mais effectivement, le clivage réel oppose les patriotes
et les souverainistes, avec face donc effectivement aux mondialistes et aux personnes qui souhaitent ce que vous souhaitez tous, une Europe fédérale que nous effectivement nous combattons. Nous préférons une Europe libre et souveraine. Juste pour répondre à M. Bompard, vous parlez beaucoup d'extrême droite, etc. Mais vous définissez comme insoumis. C'est très bien, mais ce que je m'aperçois que depuis cette élection présidentielle, vous êtes soumis à M. Macron. Car M. Macron a été élu grâce à vous. Ah bon? N'en déplaise, je crois que vous vous trompez, monsieur. Écoutez, vous savez, ce qu'elle a montré cette élection présidentielle, c'est votre incapacité totale à résister à M. Macron. On va faire un débat si vous le voulez bien. Votre candidat a complètement perdu ses moyens face à M. Macron. Et je pense que les Français l'ont vu, par ailleurs. 11 millions de Français. Monsieur Leonardelli, on va faire un débat à 6. Si vous le voulez bien. Je n'avais pas tout à fait terminé, mais juste un mot. Pour terminer, parce que Mme Pinel a évoqué effectivement cela, mais on s'aperçoit effectivement que le PRG, étant donné que le Parti socialiste est en train effectivement de retenir ses électeurs, Madame Pinel, qui représente le Parti radical de gauche, qui a vécu pendant près de 40 ans au crochet du Parti socialiste, essaie d'accrocher effectivement la carotte de M. Macron, car effectivement vous souhaitez maintenir vos postes. Il faut qu'on passe la parole maintenant. Vous voyez très bien que la machine Parti socialiste ne fonctionne pas. On va donner la parole à Mme Pinel, puis après. Je pense que M. Leonardelli a oublié ses leçons d'histoire, et je vous invite à replonger dans les grandes lois de la République, et vous verrez l'histoire fabuleuse de ce parti qui porte des valeurs et qui porte des convictions. Et justement, ces valeurs et ces convictions, elles doivent évidemment continuer à exister, même si cette élection présidentielle a montré que les partis politiques traditionnels n'avaient pas réussi à convaincre, et que l'offre politique nouvelle incarnée par Emmanuel Macron, qui incarnait ce renouveau, cet espoir, a emporté et suscité l'adhésion. Ça doit entraîner évidemment une remise en cause et un changement de modèle des partis politiques traditionnels républicains. En cela, vous n'êtes évidemment pas concernés. Donc nous devons effectivement réfléchir à une nouvelle manière de concevoir notre action, mais en ayant toujours comme préoccupation l'intérêt de la France et l'intérêt de nos concitoyens, en ayant aussi cette vision européenne indispensable aujourd'hui, cette Europe que nous devons construire de manière à la fois plus politique, mais aussi pour une Europe qui protège nos concitoyens, notre économie, mais aussi qui nous protège durablement en Europe par des propositions sur la lutte contre le terrorisme ou l'Europe de la défense. Michael Nogal. Écoutez, ce que je vois là, c'est qu'on assiste en fait à ce que les Français ne veulent plus voir, c'est-à-dire des batailles entre partis, des guéguerres partisanes, dont avec la République en marche, on veut sortir. On veut sortir de ça et on veut avancer. Et pour ça, depuis le départ, notre objectif, c'était de rassembler les progressistes. Donc oui, aujourd'hui, il y a un vrai clivage qui existe en France entre les progressistes et les conservateurs, qui peuvent être à gauche et à droite. C'est pour ça que le clivage gauche-droite, pour moi, n'existe plus, parce que la vie politique et les Français ne se structurent plus de cette manière-là. Donc moi, ce que je veux dire simplement, c'est pour avancer, réunissons en effet les bonnes volontés, mais les bonnes volontés derrière un programme, derrière le programme d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il y a un gouvernement, il est libéral, et à la libéral assumé, et à la fois il offre plus de protection. Est-ce qu'on a le droit de pas être d'accord avec Emmanuel Macron offrira plus de protection que ce qu'a proposé le Parti socialiste et la gauche jusqu'à présent. Monsieur, est-ce qu'on a le droit de pas être d'accord avec le programme de Monsieur Macron? Évidemment qu'on a le droit de ne pas être d'accord, mais aujourd'hui, les gens ont envie d'avancer. Ils ont envie d'avancer, ils n'ont pas envie de rester dans des guerres de partis. Je ne crois pas que les retraités qui gagnent 1200 € par mois ont envie qu'on leur prenne 300 € par an, monsieur. Nous, responsables politiques, être à la hauteur de l'enjeu. Un mot de M. Vinfini en réaction, puis après on aura effectivement... Oui, c'est vrai que le programme d'Emmanuel Macron présente incontestablement de bonnes intentions sur des tas de sujets. Mais sur d'autres, je suis désolée, il faudra aussi des parlementaires pour amender, pour rejeter, pour proposer. C'est le cas par exemple pour la hausse de la CSG. Qui va défendre les retraités, les indépendants? A été le Premier ministre au sein du gouvernement dans le précédent quinquennat à tenir compte de l'avis de l'opposition. Quand il a mené cette loi Macron sur l'activité et la croissance, les amendements de la droite ont été acceptés comme s'ils venaient de la gauche. Très bien, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron n'a jamais été... Non, il n'y a pas eu qu'Emmanuel Macron.
C'est totalement faux. Sa méthode Nogal. au sein du gouvernement a été bien différente de celle des autres. On laisse juste terminer votre propos. Quand même, il y en a eu d'autres, Monsieur Nogal. Il y a eu d'autres ministres qui ont eu un certain nombre de textes. La méthode Macron en 2015, en 2016 a été innovante dans la mesure. La loi artisanat, commerce, très petites entreprises a été votée à l'unanimité de l'Assemblée. S'il vous plaît, ne parlez pas tous ensemble, sinon on n'entendra rien. Simplement, ce que je veux dire, c'est que sur cette méthode de travail qu'Emmanuel Macron incarne, à savoir rassembler pour l'intérêt général, d'autres l'ont expérimenté. Quand j'étais au gouvernement, je rappelle que la loi artisanat, commerce, très petites entreprises a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. La loi Montagne également. Donc, je veux évidemment soutenir cette vision de travailler de manière consensuelle, mais on ne peut quand même pas expliquer que rien ne s'est fait avant Emmanuel Macron. Mais vous ne pouvez pas réagir à tout, Monsieur Mancini. Je vais juste réagir à un propos de mon voisin qui m'a beaucoup surpris et je pense qu'on peut prendre date. Annoncer aujourd'hui que le président Macron sera le nouveau président qui amènera le plus de protection aux Français, comparé à l'histoire des progressistes, des radicaux et alliés aux socialistes, et ensuite des socialistes qui ont porté quand même les grandes avancées sociales. Notre modèle social, notre modèle de protection a quand même été amené par des combats, des progressistes. Mais aujourd'hui, quand on regarde la première ligne, Monsieur Nogal, s'il vous plaît, un débat respectueux, on va avancer un petit peu parce que sinon on va rester figé. Sinon, ça va pas être possible. Lionel Laparade. S'il vous plaît. On va s'intéresser à l'enjeu régional de cette élection. En Occitanie, en Midi-Pyrénées notamment, où le PS occupe encore, et pour quelques jours, une position parlementaire hégémonique. Est-ce qu'on peut imaginer, Monsieur Vincini, qu'au soir du 18 juin, on pourrait ne plus avoir de parlementaires socialistes ? On ne peut pas imaginer un tel scénario. Ça serait un véritable déni de démocratie. Regardez la région Occitanie. Le socialisme représente une communauté de femmes et d'hommes qui s'investissent tous les jours pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il n'y ait pas un représentant du Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Ça serait un véritable déni de démocratie. La recomposition, c'est important. Effectivement, il y a un bouleversement important. On le voit bien aussi sur ce débat, puisqu'il y a un certain nombre d'idées qui sont développées. Pour la France insoumise, l'objectif très clairement affiché, ça a été, au-delà d'avoir un groupe à l'Assemblée, d'être majoritaire à l'Assemblée. Est-ce que c'est imaginable tout de même ? Mais tout est imaginable et quand on rentre dans une élection, c'est normal qu'on rentre dans une élection avec l'objectif de la gagner. Maintenant, je vois les enquêtes d'opinion comme vous. Pour l'instant, il semble que c'est pas ce scénario qui se profile. Mais on va voir parce que cette semaine, je crois que les Français commencent à comprendre enfin la réalité des propositions de Monsieur Macron. Parce qu'on a quand même vécu une campagne législative un peu particulière où il y a eu une volonté du pouvoir de masquer ses intentions, de se cacher, de ne pas dire la réalité de ce qu'il compte faire aux Français. Et depuis lundi, monsieur, je suis obligé de réagir parce que c'est des mensonges qui sont proférés. Vous allez voir. Je vais vous dire, monsieur, c'est même le président de la République qui l'a avoué quand il parlait avec le Premier ministre et qu'il a dit comment se sont passées les rencontres avec les partenaires sociaux sur la loi travail et que monsieur Macron a dit ça s'est bien passé parce que je leur ai rien dit. Et ça, c'est la stratégie de monsieur Macron dans cette élection législative. Donc maintenant, il faut regarder, les Français vont pouvoir enfin voir la réalité des propositions qui sont faites. Je vais m'arrêter après. La casse du code du travail par ordonnance, voilà, il faut que chacun se positionne sur ce sujet. Pour ma part, je m'y opposerai. L'augmentation de la CSG sur les retraites, pour ma part, je m'y opposerai. La suppression de la moitié de l'impôt sur la fortune, pour ma part, je m'y opposerai. Non, mais ça, c'est les grands sujets sur lesquels les citoyens vont pouvoir se prononcer dimanche. Et c'est important que notre débat permette d'en parler. Et la baisse des cotisations pour les salariés, pour les entreprises, et la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Donc en fait, Pierre, on va parler d'emploi. Les Français seront avantagés sur les mesures qui seront prises. Et les mesures qui seront prises. Et juste un dernier point, les mesures qui vont être prises ont été déjà annoncées dans le cadre de l'élection présidentielle. Et Emmanuel Macron a été très clair sur son programme. La réalité de la loi travail n'a pas été annoncée pendant la campagne présidentielle. On parle emploi, on va parler emploi justement, et emploi en Occitanie notamment. Oui, alors une région Occitanie où, je le rappelle, le taux de chômage se situe à 11,6%. On est quand même nettement au-dessus de la moyenne nationale. C'est une question que je vous adresse à tous, et à Mme Harribey en particulier. Selon vous, est-ce que la réforme du Code du travail, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi d'Occitanie ? Plus de 6 millions de chômeurs au niveau national, un jeune sur 4 sans emploi.
On ne peut pas continuer comme ça c'est indéniable. Donc je pense que la réforme du Code du travail est essentielle. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas exactement tout ce qu'il y aura dedans. Tout ça reste encore flou. Donc il faut qu'on ait plus de précision. Le plafonnement des indemnités prud'homales, bien sûr. Il y a plein de choses qui vont aller dans le bon sens. La simplification du Code du travail. Beaucoup de choses iront dans le bon sens, mais on a encore besoin d'avoir plus de précision. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, si je suis réélue députée, je la voterai les yeux fermés. Peut-être qu'il y aura des amendements, peut-être qu'il y aura des corrections à faire à la marge. En tous les cas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de passer par cette loi et par cette réforme. On ne peut plus continuer avec un taux de chômage aussi élevé en Occitanie, comme d'ailleurs partout dans le pays. Julien Leonardelli, sur cette question essentielle de l'emploi. Oui, alors déjà, effectivement, concernant la loi travail, j'aimerais bien que M. Nogal nous indique un petit peu le contenu de cette loi que M. Macron souhaite passer par ordonnance, car je suis à titre personnel inquiet de cette loi, du contenu de cette loi. J'ai bien peur que ce soit donc effectivement donc la volonté, encore une fois, de l'Union européenne de casser le Code du travail, de casser les classes sociales. C'est pas une histoire de peur, c'est une crainte effectivement qu'il y a sur le terrain. Quels que soient les sujets, avez-vous l'avantage c'est que vous faites peur aux gens, que ce soit sur la sécurité, l'emploi ou l'éducation, vous avez toujours la même position. J'aimerais bien aux Français sur le débat européen. Puisqu'effectivement, c'est toujours la même chose. Après les élections législatives, je trouve ça dommage. Alors là, vous plaignez que c'est flou, qu'on ne sait pas où on va, mais tout simplement parce qu'on laisse le temps à la concertation. Et prendre une loi par ordonnance, décréter une loi par ordonnance, d'abord ça passe par le Parlement. Et j'invite tout le monde à se renseigner sur ce qu'est une ordonnance vraiment. Vous pourrez le dire à la candidate de la 3e circonscription qui ne le savait pas. Je le dis à tout le monde. Une loi par ordonnance, elle passe d'abord au Parlement. Et c'est le Parlement qui autorise le président de la République et le gouvernement à établir cette ordonnance. Et ensuite, elle est validée a posteriori. Vous avez raison. Donc il faut que les Français sachent que s'ils votent pour vous, ils vont voter pour des députés qui vont juste appuyer sur un bouton. Non, ils vont voter pour plus de droits. Ils vont voter pour plus de droits. Mais vous avez expliqué quelle était l'ordonnance. Excusez-moi, sur cette question de l'emploi, d'abord, si on parle tous ensemble encore une fois, on n'entendra personne. Sur cette question de l'emploi, on va faire quand même le tour de table, avoir le positionnement de chacun. Monsieur Vincini et Madame Pinel. Le vrai problème de la France est le chômage de masse. Vous l'avez révélé avec les chiffres de l'Occitanie. La vraie question pour lutter contre le chômage, on peut s'interroger de savoir si c'est encore une énième réforme du Code du travail. Aujourd'hui, à réannoncer que faciliter les licenciements favoriserait les embauches, nous pensons nous plutôt que c'est grossir les carnets de commandes des entreprises qui fera améliorer les résultats à la fois de la croissance et du réemploi. Trois mesures concrètes à prendre immédiatement. La première, une loi qui vise à favoriser les TPE et PME locales en garantissant 50% d'accessibilité au marché public pour ces entreprises locales. Deuxième loi concrète, réorienter l'ensemble des aides publiques, on pense au crédit d'impôt CICE qui pourrait être réorienté vers les entreprises qui investissent, qui créent de l'emploi ou qui sont à l'export. Et troisième mesure, plutôt que de faire semblant d'aller renégocier les traités européens avec Madame Merkel, négocier un plan d'investissement de 1000 milliards pour la transition énergétique et vers la rénovation des bâtiments pour les questions thermiques. Ça serait bon pour l'emploi, bon pour l'investissement, ça redonnerait confiance en l'Europe et ça serait bon pour notre qualité de l'air. Madame Pinel. Sur cette question qui est essentielle, puisque l'emploi, le développement économique, c'est aujourd'hui le sujet majeur de préoccupation de nos concitoyens. Donc c'est sur cette priorité-là qu'il faut absolument avoir une vision globale. Cela passe par du soutien aux entreprises. Et en cela, la transformation du CICE en des baisses de charges plus pérennes, plus stables, plus visibles et plus faciles à mettre en œuvre, notamment pour les TPE, PME, me paraît totalement indispensable. Deuxième sujet, réforme de la fiscalité des entreprises, une réforme en profondeur de l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, nous avons un taux d'IS à 33%, qui ne nous rapporte finalement pas grand-chose, alors que la plupart des pays européens ont un taux d'impôt sur les sociétés à 20% avec un rendement du double. Donc ça, c'est des mesures extrêmement importantes. Soutien des filières d'excellence, l'industrie, l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'agriculture. Mais ça passe aussi par une nouvelle
manière de gérer les entreprises. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois on doit soutenir les entreprises, mais il faut aussi que le dialogue social dans l'entreprise trouve toute sa place. Et c'est extrêmement important, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, sur cette question qui est quand même importante, j'ai beaucoup écouté les uns les autres sans entendre véritablement de propositions très concrètes. Moi, je voudrais dire aussi que pour pouvoir soutenir l'emploi, il faut avoir une action sur la formation professionnelle avec des objectifs et sur l'apprentissage et la revalorisation des métiers, des savoir-faire qui sont extrêmement développés dans nos territoires. Et du coup, j'ajoute une réforme en profondeur du RSI. Manuel Bompard. Oui, je trouve, bien sûr, tout le monde est préoccupé par cette question du chômage, qui est la question centrale aujourd'hui. Mais je voudrais dire à mes contradicteurs qu'il n'y a pas une seule solution pour lutter contre le chômage. Et que le parti pris qui a été défendu autour de cette table pour l'instant, qui a en gros l'idée qu'il faut baisser le coût du travail pour créer de l'emploi, c'est celui qui a été mis en place ces dernières années, que ce soit par la droite ou par le Parti socialiste, et qui n'a pas donné les résultats en termes de création d'emplois qui avaient été annoncés. Le CICE, on nous avait promis 1 million d'emplois, on les a pas vus, on n'en a pas vu la couleur. Pour ma part, je défends. Il avait promis. Bien sûr. Mais on les a pas vus, vous êtes d'accord, monsieur Vincini. Donc moi, pour ma part, je propose une solution différente pour recréer de l'emploi, c'est-à-dire une politique de relance de l'activité économique, de relancer la machine économique qui est à l'arrêt aujourd'hui, et en le faisant en investissant de l'argent public, un plan d'investissement de 100 milliards d'euros pour la transition écologique, la lutte contre la pauvreté, qui permettra de générer de l'emploi, le numérique, l'économie de la mer, un certain nombre de secteurs qui sont à la pointe aujourd'hui. Je vais vous expliquer après, madame, si vous voulez. Encore un peu plus la dette. Mais bien sûr, madame, mais vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle le coefficient multiplicateur en économie, c'est quand vous mettez 1 euro dans l'économie, vous récupérez 1,3 ou 1,4 euros à la fin. Donc vous voyez, quand on injecte de l'argent public, on génère des ressources parce qu'on génère des cotisations sociales, on génère de l'activité économique. Dernière chose, monsieur, après je m'arrête. Il faut aussi partager le travail. Partager le travail, travailler moins pour travailler tous. Le partager dans la semaine en appliquant les 35 heures réellement. Le partager dans l'année en mettant en place une 6e semaine de congés payés. Le partager dans la vie en revenant à la retraite à 60 ans. Que toutes ces recettes sont ridicules. Et c'est l'inverse que ce que monsieur Macron veut faire, puisqu'il veut supprimer la taxation des heures supplémentaires. Vous aurez la parole. Juste... Il n'y a pas eu la position de la République En Marche sur l'aspect emploi. Je voudrais simplement réagir à ce que dit M. Bompard. Avant d'investir de l'argent public, il faut produire des richesses. Ça, c'est une règle élémentaire. Vous voulez donner des cours d'économie, mais la règle élémentaire, elle est là. Oui, d'abord. Vous savez, en investissant, on va produire des richesses. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est adapter le système de formation. Mais non, madame. C'est ce que vous avez fait ces dernières années. Je rejoins ce que disait Mme Pinel tout à l'heure. Il faut travailler sur la formation. Aujourd'hui, il faut savoir que sur 5 euros de formation, du budget de formation en France, il y a seulement 10 euros qui vont aux personnes sans activité. Donc c'est ça qu'il faut revoir aujourd'hui pour justement permettre à tous les salariés, parce que les parcours sont plus autant linéaires comme avant, donc il faut permettre à chacun, quel que soit son âge, d'adapter son parcours et de rebondir, quels que soient les aléas de la vie ou les choix personnels qu'on peut faire. Léonard Dely. Oui, écoutez, en écoutant Mme Pinel, j'ai failli tomber de ma chaise, parce qu'effectivement, que n'avez-vous pas fait étant au gouvernement, membre du gouvernement de François Hollande? Vous avez été en charge en plus donc, de toutes ces questions. La situation aujourd'hui, ce sont des entreprises qui ferment, des artisans qui n'en peuvent plus, des commerçants qui ont du mal à joindre debout, qui ne se prennent pas de salaire. Vous parlez du RSI. Vous avez découvert le RSI depuis deux semaines avec les élections présidentielles. Écoutez, monsieur Léonard Dely, vous parlez tous de suppression du RSI. Regardez mon programme des primaires, j'ai déjà défendu la réforme du RSI. Et pourquoi vous ne l'avez pas proposé, J'ai fait une baisse de charge du RSI dans la loi artisanat, commerce et très petite entreprise. Regardez vos dossiers un petit peu. Vous croyez que ça a été nécessaire? Oui, baisser les charges pour ceux qui ont le moins d'activité, oui. Vous vous trompez, il faut aller voir les artisans. On peut parler des projets plutôt que du bilan. Au niveau des emplois, je vais vous dire, il faut changer radicalement de politique économique en France. Il faut protéger les emplois en France. Quand on voit parler d'Occitanie, on a combien? Et effectivement, Madame Pinel, protectionnisme. Il faut protéger nos emplois. Vous allez faire comment? Avec les droits de douane, avec les intrants qui seront importés, vous allez faire comment? Non, mais les Français sont idiots, ne savent pas produire. C'est vos solutions. Mais bien sûr, il faut on a entendu la position du Front National. Sortir du système actuel qui est voulu par l'Union européenne. Monsieur Léonard Dely, s'il vous plaît. À l'autre bout du monde et faire consommer par des chômeurs. C'est aussi une protection environnementale. Ça ne marche pas. Écoutez, donnez-nous les manettes, on verra, on en reparlera. Surtout pas. Allez dire aux compagnies aériennes étrangères qui achètent nos Airbus produits par des Français et par des Européens. Allez leur dire, s'il vous plaît, Lionel Laparade à la parole, s'il vous plaît. On va avancer, et notamment sur la région et sur les dossiers régionaux. Sur les enjeux régionaux,
Madame Harribagé, vous êtes députée sortante. Je voudrais savoir, quand on est député sortant, un député, naturellement, un élu national, soit, mais il est aussi le représentant de son territoire. Quels sont les grands dossiers sur lesquels un député d'Occitanie doit se mobiliser ? Vous avez raison, un député vote les lois et contrôle l'action du gouvernement au niveau national, mais il doit avoir un ancrage territorial. Et c'est avec cet ancrage territorial que j'ai pu faire des propositions d'amendement de loi. Donc l'ancrage territorial, il est capital. Il y a un grand dossier sur lequel on devra tous se positionner, c'est l'arrivée de la LGV à Toulouse. On ne peut pas continuer à être la 4e ville de France et être enclavé. Donc on devra tous, les élus que nous serons, défendre vraiment fortement ce sujet. Voilà, les transports, c'est un enjeu majeur. Et la LGV sera un enjeu majeur de ce quinquennat. En tous les cas, je le défendrai de toutes mes forces. Alors on voit bien d'ailleurs, je vais passer la parole à Michaël Nogal, dès son élection, le nouveau président de la République a été saisi d'un courrier co-signé par Carole Delga et le maire de Toulouse à propos justement de la LGV. Est-ce que leur demande de poursuite de l'examen de ce dossier-là et surtout de sa conclusion, est-ce que leur demande va être entendue ? Écoutez, je crois que c'est un sujet sur lequel il peut y avoir un consensus. Emmanuel Macron, d'abord en tant que ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, et ensuite en tant que candidat à la présidentielle et aujourd'hui comme président de la République, a dit à plusieurs reprises qu'il soutenait ce projet de LGV entre Bordeaux et Toulouse. Et je pense en effet que pour notre territoire, c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose que moi, si je suis élu député, je défendrai pour notre territoire qui en a besoin. Monsieur Vincini, sur ces grands dossiers, effectivement, quel dossier à défendre et puis celui-ci en particulier ? Les élus locaux socialistes, que je représente moi à travers le département, ainsi que l'ensemble des parlementaires de la Haute-Garonne socialistes ont toujours défendu ce grand dossier. C'est une question majeure pour désenclaver une métropole comme Toulouse que de poursuivre la LGV Bordeaux-Toulouse. C'est un engagement aussi de la République et de la continuité. Le précédent gouvernement et le précédent président de la République s'était engagé, suite à la remise du rapport Durand en 2013, sur le fait que c'était finalement la poursuite de la ligne Paris-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse. Des collectivités de l'ex-Midi-Pyrénées avaient financé une partie partielle des investissements Paris-Bordeaux. Ça serait que justice et finalement aussi répondre aux engagements pris par la France sur ce dossier pour notre territoire utile à son développement et à sa promotion. Épinal, j'imagine que vous êtes d'accord ? Effectivement, la LGV est un dossier que nous suivons depuis des années, pour ma part depuis 2005, depuis le débat public. Je rappelle que de nombreuses collectivités se sont engagées à financer ce projet majeur en termes de transport, en termes d'attractivité et de rayonnement de toute la région et pas uniquement de la métropole toulousaine. Cela irrigue bien plus largement. Je crois qu'en effet, nous avons deux nécessités sur ce dossier. C'est à la fois de préciser le calendrier et de préciser les engagements financiers des uns et des autres. Et je rajoute un point très important parce que cette ligne, certes, elle est utile, mais il ne faut pas oublier que sur le long du tracé qui traverse toute une partie de notre région, il y a des riverains, il y a des activités économiques impactées par ce tracé. Il faut aussi travailler sur les acquisitions foncières anticipées et sur le dédommagement de ces riverains qui sont extrêmement inquiets en ce moment même. Manuel Bompard, sur ces grandes infrastructures importantes pour le développement économique ? Pour le développement économique et puis pour le bien vivre de nos populations, bien sûr qu'il faut du TGV, il faut faire en sorte de désenclaver notre région. Mais je considère pour ma part que ça ne doit pas se faire par cette ligne à grande vitesse-là, qui passe par la construction d'une nouvelle ligne, et que je pense que c'est une aberration économique et une aberration écologique, puisqu'on va encore détruire, condamner des terrains. Je vais vous dire comment il y a des études alternatives qui ont été faites sur le sujet. Non, mais on a le droit d'en discuter aussi, on n'est pas obligé d'être d'accord avec... peut-être qu'il y a un consensus entre vous, mais je ne suis pas d'accord et je propose une solution alternative. Je pense qu'on peut l'écouter. Il y a, écoutez, la rénovation de la ligne existante, vous savez, si on étudie un peu le dossier, je vous invite... Je vous enverrai des rapports si vous voulez, madame. Non mais monsieur, je vais aller au bout si c'est possible, parce que quand on roule consensus, on peut quand même
Allez, voilà. Je pense qu'on peut rénover la ligne existante. Il y a des rapports qui ont été faits sur le sujet qui démontrent. Mais non, c'est pas vrai. Et vous le savez. Vous savez, il y a un rapport notamment commandé par l'association Alternative LGV dans le Lot-et-Garonne que vous connaissez. Et qui démontre qu'on peut utiliser la ligne à la fois pour du fret et du passager, qu'à la fois on peut réduire le temps de parcours pour se rapprocher des 3 heures. Et je voudrais dire une dernière chose, pas sur le LGV, mais parce qu'on parle des infrastructures de manière générale, c'est qu'il faut être un petit peu cohérent. Quand dans le même temps, M. Montebourg enclenche la privatisation de l'aéroport de Toulouse, que M. Macron continue, qui se traduit par une augmentation du trafic aérien de 18%, c'est les chiffres que la Dépêche a sortis ces derniers mois, je crois qu'il y a une petite difficulté de cohérence. Donc, je voudrais juste demander autour de la table, les gens, est-ce que vous êtes favorables à revenir sur cette privatisation de l'aéroport ? On va poser la question juste après. Juste une réaction de M. mais aussi de Mme Harribagé. Je me suis pas exprimé. Oui, juste après. Mme Harribagé qui est très en retard par rapport à vous tous qui parlez beaucoup. Beaucoup parlé. Je précise la position par rapport à la LGV. Effectivement. Mais vous n'avez pas la parole. C'est vrai. C'est pas très poli. Je termine. Il faut effectivement, avec la concertation, continuer la LGV et que Toulouse soit désenclavée et ne soit pas une route sans issue et aille vers Montpellier et terminer le tronçon Montpellier-Perpignan aussi pour élargir au niveau de l'Occitanie et avoir un véritable maillage ferroviaire. Madame Harribagé. J'ai pas grand-chose à rajouter, mais quand j'entends ce que vous dites, c'est totalement incohérent. Et vous le savez très bien, ce dossier, ça fait plus de 10 ans. J'étais conseillère régionale il y a déjà un certain nombre d'années. Vous teniez déjà les mêmes propos, vous et certains de vos amis. C'est incohérent. Ça veut dire que, encore une fois, vous êtes passéiste. Vous nous parlez de transition écologique. Peut-être que vous pensez que l'avion, c'est mieux que la LGV. Je ne pense pas. Je vous ai dit l'inverse, madame. Parce que vous avez soutenu la privatisation de l'aéroport. Vous voyez, c'est vous qui pensez que l'avion, c'est absolument pas le même sujet. On est en train de parler de désenclaver notre métropole, notre région. C'est un enjeu majeur pour notre économie, pour notre attractivité. Tous les ans, des dizaines de milliers de nouveaux habitants arrivent dans cette région. Raison, on est une région attractive en matière économique. Et on explique à nos concitoyens qui viennent s'installer ici que oui, il y aura de l'emploi, mais par contre, on sera totalement enclavé. Mais non, c'est pas ce que je vous ai dit, pour aller travailler à Paris, il faudra passer 4h30 dans les transports. C'est pas ce que je vous ai dit, madame. Je trouve ça totalement passéiste. Je trouve ça totalement passéiste. On évoque en effet la question de l'aéroport et de sa privatisation partielle pour l'instant. Madame Harribagé, est-ce que la privatisation d'un aéroport est une bonne solution et est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout du processus qui a été engagé ? Et là, il faudra voir avec le président Emmanuel Macron, qui était quand même un des premiers à soutenir cela. Moi, je sais que le maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, avec les différentes collectivités, ont essayé d'avancer sur ce sujet. Pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus, donc on attend de voir ce que décide de faire le président Macron. Donc ça, c'est certainement à M. Nogal de nous donner une réponse sur le sujet de la privatisation de l'aéroport de Toulouse. Monsieur Nogal, justement, vous avez des informations là-dessus ? Oui, alors je vois que déjà il y a 2 personnes qui prennent la parole et qui disent des choses différentes. Heureusement, M. Laparadé est là pour corriger. C'est une privatisation partielle. Oui. Alors, je reconnais, M. Bompard a souligné que c'était M. Montebourg qui était à l'initiative d'une cession d'une partie de la société aéroport de Toulouse. Là aussi, soyons précis, parce qu'on peut dire on vend l'aéroport aux Chinois, c'est factuellement faux. Aujourd'hui, c'est une part de la 49,9% qui a été vendue à un consortium chinois qui fait travailler notamment Airbus, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas prendre l'économie quand ça nous arrange, on vend des produits et des avions aux Chinois, et puis quand on veut des investissements étrangers, les refuser sous prétexte d'un protectionnisme national qui nous serait défavorable. Donc, ce qui est important, c'est que les actionnaires locaux, avec les collectivités, gardent la main dessus. Avec l'État, il y avait une clause de préemption de l'aéroport de Toulouse qui pouvait être signée dans les 3 ans après le rachat par le consortium chinois. L'État et Emmanuel Macron a dit qu'il ne souhaitait pas que la majorité du capital de la société aéroport de Toulouse soit cédée aux Chinois. Donc maintenant, il n'y a pas de raison pour revenir dessus. Monsieur Leonardelli, sur cette question de l'aéroport. Écoutez, une inquiétude effectivement avec la proximité du site Airbus, avec l'émergence du nouveau constructeur chinois. Voilà, une inquiétude. Les garanties pour Airbus ont été apportées dans le cahier des charges et justement c'est ce qu'a permis de faire Emmanuel Macron quand il a récupéré ce dossier que lui-même n'avait pas entamé. Écoutez,
Que faut-il faire? Alors la question est, c'est une crainte. Je pense que l'aéroport de Toulouse ne doit pas être privatisé. Il faut effectivement faire marche en arrière. Il faut effectivement que ce soit même partiel, Madame Harribagé. Il faut que l'aéroport de Toulouse, qui est sur dossier, vous auriez vu les garanties qu'il y avait dedans. Mais Monsieur Nogal, je me suis intéressé au dossier. J'ai même réagi il y a maintenant plusieurs mois, effectivement, où j'annonçais mon opposition à la privatisation partielle de l'aéroport de Toulouse, parce qu'on sait ce que donnent les privatisations. On peut parler par exemple de autoroutes. On sait pas ce que vous voulez, on sait pas ce que vous feriez. On continue le tour de table sur cette question, puisque tout le monde n'a pas répondu justement sur l'aéroport. C'est un débat qui avait marqué l'élection des départementales de 2015, dans lequel nous avions, majorité départementale, été plutôt en pointe, souhaitant conserver une majorité d'actionnariat public, État, collectivité territoriale. Aujourd'hui, ça reste notre position. Si demain l'État devait céder, nous en appellerons à la solidarité entre les collectivités territoriales pour conserver une majorité d'actionnariat public pour l'aéroport de Toulouse. Sylvia Pinel, assez rapidement, parce que vous êtes assez en avance. Je partage, comme je suis en avance, je partage exactement ce que viennent de dire à la fois Mickaël et Sébastien. Un mot très court, M. Bompard. Moi, j'ai dit mon opposition. Je voudrais juste dire qu'il y a les intérêts économiques, mais qu'il y a aussi des riverains qui sont survolés par le couloir aérien, qui a 21 vols de nuit aujourd'hui, et que la privatisation, c'est l'incapacité ensuite à la puissance publique d'imposer des normes et des conditions qui permettent aux gens de dormir dans des bonnes conditions. Donc c'est pour ça que je suis pour y revenir dessus. La parade. On a l'impression que les questions de l'environnement ont été un petit peu les grandes absentes de cette campagne, et même peut-être de la présidentielle. Sur l'environnement, Sylvia Pinel, la région Occitanie est particulièrement en avance sur les énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que cette région-là doit avoir valeur d'exemple au plan national? Pas trop long, s'il est possible. Effectivement, c'est un sujet pour nous prioritaire, parce qu'il est très important à la fois de créer du développement économique, et les énergies renouvelables, tout ce qui est croissance verte le permet, et donc c'est la raison pour laquelle dans cette majorité nous avons souhaité mettre beaucoup de moyens et soutenir les initiatives qui sont prises en la matière. Et je rajoute qu'au niveau national quand même, parce qu'on est sur une élection législative, il est important aussi que la loi transition énergétique qui a été votée très largement continue à se déployer, à avancer, parce que c'est avec ces nouveaux métiers, ces nouvelles filières que l'on crée les emplois de demain. Laurence Harribagé, qui est toujours assez en retard en temps de parole. Ce qui est certain, c'est que la nomination de Nicolas Hulot est plutôt un bon signal. Je voudrais quand même rappeler qu'en 2007, le président Nicolas Sarkozy avait déjà fait un grand ministère de l'écologie, de l'énergie, des transports, un ministère avec des sujets transversaux. Donc je pense que cette question de l'écologie, elle est essentielle. Moi, je voterai toutes les initiatives qui iront dans le sens de la transition énergétique, bien évidemment. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer du nucléaire, on ne peut pas sortir du nucléaire comme ça en claquant des doigts. Il faut savoir que le général de Gaulle, il y a 50 ans, avait fait le choix du nucléaire, qui fait qu'on en est là aujourd'hui, qui était toujours mieux que le gaz ou le charbon. Mais aujourd'hui, on va devoir encourager toutes les initiatives qui vont dans le sens de la transition énergétique. Sur les éoliennes, il y a des choix importants. Éoliennes offshore, il y a des projets offshore en ex-Languedoc-Roussillon. Ça, il faut le soutenir selon vous. Il faut soutenir toutes ces initiatives pour sortir. Mais c'est une vision à très long terme qui nous engage pour les 50 années à venir, comme le général de Gaulle nous avait engagé sur la voie du nucléaire il y a 50 ans. Voilà, donc c'est vraiment un sujet majeur, un enjeu majeur pour la planète. Donc bien sûr, toutes ces initiatives doivent être encouragées. Julien Leonardelli, sur cette question environnementale qui effectivement n'a pas été beaucoup évoquée pendant ces différentes campagnes. Effectivement, au niveau du nucléaire, il faut effectivement continuer tout en protégeant le parc nucléaire français, tout en effectivement essayer de réfléchir sur l'écologie de demain avec la puissance maritime que nous avons, que la France dispose. Je crois qu'il y a donc là des richesses énormes. La mer peut nous apporter beaucoup. La mer peut nous apporter beaucoup, notamment pas à Toulouse, mais en Occitanie. Je crois, nous parlons, Madame Harribagé, je crois, au niveau national, puisque nous nous présentons à la députation, et le député est là pour légiférer au niveau national. Donc effectivement, je crois que c'est l'avenir. Et au niveau effectivement écologie, je suis obligé de rappeler effectivement ce que j'ai évoqué tout à l'heure par rapport donc au protectionnisme. Il est nécessaire effectivement de relocaliser les emplois et donc les entreprises
entreprises en France, car faire fabriquer à l'autre bout de la planète pour faire consommer ici les retraités à l'autre bout, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Il faut arrêter et changer de modèle économique. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes fier de voir des entreprises toulousaines? Toulouse est la deuxième ville en France en nombre de start-up. Est-ce que vous êtes fier quand vous voyez ces entreprises à l'étranger valoriser un savoir-faire français? Oui ou non? Exactement. Eh bien, alors, très bien que la France. alors, si vous êtes fier de ça, si vous êtes fier de ça, il faut accompagner ces entreprises pour se développer à l'étranger. Ah oui, c'est comme ça qu'on arrivera à une transition écologique qui a une solidarité et une efficacité économique. Je vais vous parler de certaines entreprises qui ont laissé les salariés sur le carreau, qui sont partis et qui eux sont au chômage tous les mois. On continue sur l'environnement, c'était la question que nous posions sur cette question environnementale. Je suis favorable effectivement à ce que nous on a appelé la planification écologique, c'est-à-dire l'idée de planifier dans le temps, parce que Madame Harribagé a raison, c'est pas demain qu'on va sortir du nucléaire, mais par contre il faut le planifier dans le temps, il faut se fixer un objectif. Nous on propose un objectif qui est 2050, dire qu'en 2050 on peut passer à 100% d'énergie renouvelable. Il y a une vingtaine de réacteurs nucléaires qui vont arriver en fin de vie pendant le prochain quinquennat. Il faut les fermer parce que prolonger leur durée de vie ça coûte davantage d'argent que de les fermer. Et enfin, il faut développer d'autres énergies, monter en puissance les énergies renouvelables, la mer, etc. Ça a été dit, et ça crée de l'emploi, madame, aussi à Toulouse. Il faut mettre en place des plans de rénovation thermique des bâtiments, ça, il y a des moyens à mettre là-dedans. Et enfin, il faut revenir à une politique de relocalisation, les circuits courts, etc. Et donc ne pas ratifier le CETA et les TAFTA que veut ratifier monsieur Macron. Et quand vous parlez de rénover les logements, si vous votez c'est pas grave, vous positionnez toujours par rapport au président allez, monsieur Nogal, s'il vous plaît, vous pourrez réagir. On finit le tour de la table si vous voulez bien, monsieur Vincini. On m'interpelle, je réponds. Vous pouvez pas réagir. Je vous remercie de me donner la parole sur ce sujet qui est majeur. La trop long, France, s'il vous plaît. je vais essayer de faire court, mais je vais faire le parallélisme des formes avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. La France était la patrie des droits de l'homme. Je pense que demain, la France doit être le pays de la transition écologique. On a tout le potentiel pour cela. À la fois la puissance économique, à la fois une diplomatie, une force de rayonnement à l'étranger, et à la fois on a un impératif. On est un pays côtier et un pays qui a des territoires insulaires. C'est une problématique majeure que de lutter contre le réchauffement climatique, puisqu'on aura un impact direct sur l'augmentation des eaux et sur nos côtes. La région Occitanie, dans ce positionnement-là, est centrale. Elle était en avance à la fois ex-Languedoc-Roussillon et ex-Midi-Pyrénées. On avait des politiques majeures. Aujourd'hui, elles sont poursuivies autour de Carole Delga et Sylvia Pinel dans ces domaines-là, et il faut les poursuivre et en faire des valeurs d'exemple. Monsieur Nogal, vous êtes très en avance, pas très long s'il vous plaît, après on va passer aux conclusions. Non, sur cette question. Par rapport à ce que je disais, je me permettais de répondre puisqu'on m'interpelle sur ces différentes questions. Le projet de rénovation urbaine, en effet, des passoires thermiques, ces logements qui ont une grosse consommation d'énergie, c'est prévu dans le projet d'Emmanuel Macron, et en tant que député, les candidats de La République En Marche défendront évidemment cette question. Et puis l'environnement, la transition écologique et solidaire, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui et qu'on veut l'apporter. Elle se fait dans la ruralité, elle se fait aussi dans les villes, et on a la chance en ce moment même d'accueillir le colloque international sur l'agriculture urbaine, qui est aussi une vraie opportunité pour nos villes. Merci. L'interpellation était sur le CETA et le TAFTA. On va arriver à la fin de ce débat, on va passer aux conclusions tirées au sort juste avant cette émission. Vous avez une minute, un peu plus pour Madame Harribagé qui est très en retard, enfin qui est quelques dizaines de secondes de retard, pas très en retard. On commence par Julien Leonardelli pour le Front National, la conclusion. Écoutez, j'appelle les Français à ne pas donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron lors de ces élections législatives, de se saisir effectivement de cette opportunité pour apporter une réelle représentativité au sein donc de l'Assemblée nationale, car je crois qu'il est important que l'ensemble des Français soient représentés. Je rappelle, 11 millions de voix lors des élections présidentielles pour Marine Le Pen. Il serait effectivement regrettable que l'ensemble de ces électeurs ne soient pas représentés. Et effectivement, une chose que nous souhaitons, c'est que l'Assemblée nationale ne soit plus une chambre d'enregistrement qui effectivement valide les directives européennes, mais devienne effectivement une chambre où l'on légifère réellement pour l'avenir de nos concitoyens. Laurence Harribagé, votre conclusion? Oui. Moi aussi, j'appelle toutes celles et ceux qui vont se prononcer dimanche et dimanche prochain à bien réfléchir. C'est pas un empereur, Emmanuel Macron, et donner une majorité très 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 large serait une erreur. Je crois très clairement qu'il faudra des députés libres,
libres, qui ne doivent pas leur élection à Emmanuel Macron, des députés qui ne seront pas simplement la chambre d'enregistrement de l'Élysée, des députés qui feront des propositions, qui amenderont, qui pourront rejeter certaines fois. Et je crois que c'est dans cette optique-là que moi, en tous les cas, je suis candidate à cette élection. Enfin, des députés d'expérience, parce qu'avoir que des novices dans cet hémicycle, ça présente aussi un certain risque. Je crois qu'il faut être opérationnel dès le 19 juin. L'enjeu du quinquennat à venir est majeur sur plein de réformes, des réformes très importantes qui engagent notre pays, qui engagent l'avenir de la France. En tous les cas, moi je suis prête. Je pense qu'il faudra aussi des députés de la droite et du centre pour représenter cette sensibilité. Je ne crois absolument pas à la mort des partis politiques. Voilà ce que j'espère qu'il va se passer dimanche et dimanche prochain. Manuel Bompard pour la France Insoumise. Écoutez, après 3 semaines de non-campagne, cette semaine on commence à voir la réalité des propositions que souhaite mettre en œuvre M. Macron, qu'on peut résumer facilement: dégradation des conditions de vie, baisse des salaires par la destruction du code du travail, augmentation des pensions de retraite avec la CSG, baisse de l'impôt sur les plus riches avec la suppression de la moitié de l'impôt sur la fortune, destruction de l'environnement avec la ratification du CETA et du TAFTA, et non-renouvellement de la vie politique, contrairement à ce qui a été promis et qu'on a vu dans cette campagne qui a été émaillée par les affaires autour des candidats d'En Marche. Donc ce dimanche, vous avez l'opportunité de tourner la page tout de suite de cette fausse promesse, de ces fausses politiques, et d'empêcher que ces mauvais coups vous impactent dans votre quotidien et dans votre vie de tous les jours. Pour ça, vous pouvez voter pour les candidats de la France Insoumise. Je les appelle effectivement à ne pas laisser les pleins pouvoirs à M. Macron. Sébastien Massini, vous avez 30 secondes pour conclure. Alors 30 secondes, ça fait toujours court. Nous avons en Haute-Garonne 10 candidats qui représentent des élus de terrain tournés vers le quotidien de nos concitoyens, avec à cœur la justice sociale et le progrès social. Ce sont 2 aujourd'hui marqueurs de notre vie, et on ne peut pas simplement laisser le visage du libéralisme qui marquerait le seul gage de modernité. Le progrès social, il y en a encore besoin. C'est pour cela que j'appelle à voter pour nos 10 candidats et nos 5 députés sortants en Haute-Garonne. Michael Nogal, 40 secondes vous avez. Oui, merci. Écoutez, moi j'appelle les Français, les Toulousains et les habitants de la région, de cette belle région Occitanie, à être cohérents avec le choix qui a été fait par l'ensemble de la population. C'est vrai que les députés sont des représentants de la nation, et en même temps avec un ancrage fort au niveau territorial. On voit que certains partis, et notamment Jean-Luc Mélenchon, qui se parachute à Marseille et d'autres à Toulouse, font de même. C'est des vieilles pratiques sur lesquelles on veut revenir. Et les candidats de la République En Marche, ce sont des candidats qui ont été sélectionnés parmi 20 000 candidatures, et ensuite qui seront efficaces et qui seront au service de la population. D'ailleurs, j'appelle un peu à de vigilance sur les sélections des candidats. On est dans les conclusions. Normalement, on n'interrompt pas. Sylvia Pinel pour le Parti radical de gauche, 30 secondes aussi. Bien, ces élections sont déterminantes pour l'avenir de notre pays. Il faut avoir à la fois des élus d'expérience, des élus de terrain engagés, portant des convictions et voulant travailler dans l'intérêt de notre pays pour sa réussite, et de faire de certaines préoccupations des priorités, notamment sur les services publics, sur la question de l'aménagement du territoire, sur la question de l'emploi, qui sont au cœur de cette campagne. Et les candidats de ma formation politique qui souhaitent s'inscrire dans la majorité présidentielle doivent justement pouvoir être en capacité de bénéficier de la confiance de nos électeurs lors de ce scrutin du 11 et du 18 juin. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci à Lionel Laparade et à la Dépêche du Midi de nous avoir accueillis dans ces murs. Merci aussi à Midi Libre. Vous pouvez retrouver ce programme sur nos sites internet de TV Sud, de la Dépêche, de Midi Libre et de l'Indépendant. Rendez-vous dimanche à partir de 19h45 pour notre grande soirée électorale de ce premier tour des élections législatives. Bonne soirée.